Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Troisième épisode de cette saison 4 et c'est à nouveau le trio de la semaine dernière qui l'anime pour vous avec moi Osvaldo, salut Osvaldo, Salut Mirko, salut à tous. et Varam, salut Varam. Salut Mirko, salut tout le monde. Voilà, alors au sommaire de cet épisode, on va débriefer le match du week-end, la troisième journée de Challenge League. Et puis, on va aussi parler du prochain match. Ça sera un match un petit peu spécial puisque le championnat laissera sa place du coup à la magie de la coupe qui, on l'espère, n'opérera pas pour notre match, pour le match qui nous concerne. Voilà, messieurs, on peut sans autre aller avec la première rubrique. Alors, c'était un déplacement, premier derby roman de la saison pour Neuchâtel Xamax au programme. Un déplacement du côté du stade de la Fontenette pour y affronter l'Étoile Carouge. Osvaldo, un Étoile Carouge qui avait aussi réussi un départ de saison plutôt bon, hein, puisque même si eux, ils avaient fait un match nul, mais ils avaient quand même fait 4 points contre, on va dire, deux équipes annoncées plutôt dans le haut du tableau, hein, cette saison. Une victoire contre Arrow, premier match, puis un très bon match nul du côté d'Yverdon. Carouge aurait presque mérité de l'emporter sur ce match. Donc c'était une équipe en forme qui nous attendait. Ouais, c'est un premier test grandeur nature, en sachant que c'est une équipe en progrès, c'est une équipe qui est à la deuxième saison consécutive avec le même entraîneur, et qu'effectivement, de ce point de vue-là, ça représentait un test d'un niveau un tout petit peu supérieur, si on reste poli, à Kriens et à Ville. Voilà. Alors, pour ce match, le coach Bruno Berner a été forcé, hein, de faire un changement par rapport au match précédent. Il y a eu plusieurs, changements, hein, mais il y en a eu un qui a été forcé puisqu'on l'a appris juste avant le match. Vincent Vendo, Varam n'a pas été en position de tenir son match. Il souffre d'une petite contusion. On espère rien de trop important parce que, Vincent Vendo, il commence à être précieux dans le jeu, hein. Ouais, absolument. D'autant plus que dans l'effectif, on n'a pas un autre joueur qui a des caractéristiques similaires à notre ami N. Vendo. Lutti a joué à sa place, mais à mon avis, Lutti, c'est plus un 9,5. C'est plus un attaquant qui va jouer justement en complément avec justement un pivot. Donc voilà, donc c'est vrai que en plus il avait fait un super début de saison avec des buts, avec des passes, avec énormément de mouvements, de travail pour l'équipe. Donc voilà, donc là je pense quand même que la direction serait bien inspirée de trouver un remplaçant avec les caractéristiques similaires à Vincent Nvendo, parce que s'il devait louper, je pense que trop de matchs, je pense qu'on serait vite court et tactiquement, je pense que l'entraîneur serait vite embêté. Oui. D'autres changements opérés par Bruno Berner, c'était la titularisation de Michael Facchinetti sur le côté gauche. Là, c'était tout simplement un choix d'homme, hein. Je pense qu'il y a une concurrence saine entre Jonathan Fontana et Michael Facchinetti. Michael Facchinetti qui a disputé à cette occasion son 100e match sous le maillot de Neuchâtel Xamax. C'est bizarre, messieurs, quand j'ai vu cette information qui a été postée par le club sur ses réseaux, je me suis dit seulement. Mais en fait, c'est vrai que Michael Facchinetti, même s'il a une longue carrière, il n'a pas disputé tant d'années que ça à Neuchâtel, hein, finalement, dans sa carrière. Et puis, les premières saisons, il n'était pas titulaire. Donc, dans son premier passage chez nous, enfin, quand il est sorti de la formation. Donc voilà. Et puis Léon Bergsma, hein, qui était donc titulaire aux côtés de Modibo Camara dans l'axe de la défense. Sinon, c'est les mêmes joueurs qui avaient débuté le match du côté de Ville pour la deuxième journée. Alors, avant qu'on parle du match à proprement parler, dans les choix du coach, j'aurais voulu, messieurs, vous entendre un petit peu par rapport à Altinazemi.
Parce que, Altin Azemi, ça fait 2 matchs que, il est laissé en tribune par Bruno Berner. Alors, voilà, il avait, déjà obtenu assez peu de temps de jeu, en fin de saison, là où il y avait pratiquement plus d'enjeux, pour Anthony Breza. Il savait déjà qu'il allait partir et puis le club n'avait plus rien à jouer. Mais si on s'attendait quand même à voir, Azemi, obtenir un petit peu plus de temps de jeu, c'est pas le cas et on commence un petit peu, c'est le tout début, mais on commence un peu à s'inquiéter pour Altina Azemi, messieurs. Oui, ben, à un moment donné, quand un joueur il est laissé en tribune, pas sur le banc, mais en tribune plusieurs matchs de suite, voilà quoi, je veux dire, la blague de il est blessé, il est blessé, il est blessé, on la connaît. Je dis pas que ça, c'est nécessairement ce que veut communiquer le club à long terme, Non, non, mais il a pas du tout été annoncé blessé, hein. voilà. Donc, mais enfin, on connaît si en général le club nous disait qu'il était blessé sans forcément nous donner une durée éventuelle de blessure, on sait ce que ça veut dire en période de transfert. Maintenant, effectivement, c'est assez surprenant, en sachant que, enfin, on pouvait s'imaginer qu'avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur, les cartes seraient peut-être rebattues pour Altin Ajami et qu'il bénéficierait de plus de temps de jeu avec le démarrage d'un nouveau projet sous Bruno Werner. Donc, effectivement, un peu surprenant et bah, forcément, plus il passe de matchs en tribune, plus ça nous met la puce à l'oreille à nous, observateurs. Ouais, parce que, bah, forcément, le coach doit faire des choix. Tous les joueurs ne peuvent pas être sur la feuille de match, mais on s'attendait quand même à ce qu'un Altin Azemi, dans la hiérarchie des jeux, même si, voilà, la hiérarchie, elle s'établit, semaine après semaine, sur ce qui est montré, à l'entraînement, mais on pensait qu'Altin Azemi, de ce point de vue-là, il y partait avec une petite longueur d'avance, par exemple, sur un Loïc Veilla ou sur un Denis Bourzac, même s'il ne joue pas au même poste en soi. Mais voilà, on aurait pu, ou même un Mathis Dain, mais bon, là, que Dain soit sur la feuille de match, c'est assez logique quand même, hein. Il faut un peu des doublures côté défensif, hein. Donc voilà, on espère se tromper et puis on espère que Altin Azemi va obtenir un petit peu de temps de jeu. Mais Ouais. voilà, je pense que Bruno Berner, il applique, les mêmes méthodes de ce point de vue-là que, son prédécesseur, qu'Anthony Breza. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui se battent le plus à l'entraînement, qui démontrent, voilà, une bonne attitude, qui sont titulaires, voire sur la feuille de match, Aram. Bah, c'est ça, disons, moi, qui commence à m'inquiéter, et je pense qu'il nous inquiète un peu tous, c'est qu'avec Breza, bon, bah, on avait compris qu'il a très peu fait jouer les jeunes, donc c'était plutôt, on va dire, une ligne, une philosophie globale. Par contre, avec un nouvel entraîneur, en plus, on sait qu'il aime faire jouer les jeunes, on sait qu'il laisse la chance au fait aux jeunes, et finalement, de le voir même pas remplaçant, ça commence à, ça commence à nous questionner, parce que si c'est le deuxième entraîneur de suite où ça se passe comme ça, peut-être que c'est un manque d'implication à l'entraînement, peut-être qu'il donne pas assez, peut-être qu'il a pas assez l'œil du tigre, peut-être qu'il a pas assez la grinta, qu'il a pas assez faim. Et là, ça serait vraiment dommage. Et si c'est le cas, bah, c'est vraiment navrant parce que c'est un jeune, clairement, je pense, dans les jeunes, c'est celui qui a le potentiel le plus grand. Mais ça ne suffit pas. Le potentiel ne suffit pas. Il faut travailler. Et malheureusement, s'il ne passe pas la deuxième, voire la troisième, eh ben, la saison risque d'être longue pour lui et risque de rater certains trains. Voilà, parce que on sait qu'il y avait déjà certains observateurs étrangers qui étaient venus le voir. Et maintenant, justement, il faut qu'il pédale encore plus et il faut pas qu'il s'arrête, il faut pas qu'il s'endorme parce que dans la vie, il y a des trains et s'il continue comme ça, malheureusement, les trains vont passer et c'est pas dit qu'ils repassent dans 6 mois, voire une année. Voilà, Mmh. donc faudrait vraiment qu'il puisse s'employer là. Oui, très clairement, je pense qu'Altine Azemi, il est vraiment à la croisée d'un 1er chemin pour lui et puis, voilà, il serait bien inspiré de, voilà, de pouvoir, se mettre au diapason avec le reste de l'équipe. Mais de nouveau, hein, on n'a aucune information par rapport à ça, ce sont que des pures, spéculations. Mais quand un joueur,
qu'on présente et qui est un joyau, hein. C'est un fait concernant Altin Azemi et puis que, au contraire, il devrait avoir de plus en plus de temps de jeu et que c'est à peu près le contraire qui est en train de se passer, bah, forcément ça nous interpelle. Donc voilà. Très bien, bah, maintenant on va se concentrer sur le match, à proprement parler, messieurs, hein. Qui a vu du coup la victoire de Neuchâtel Xamax, 1-0. Les Neuchâtelois qui poursuivent sur leur lancée. 3 matchs, 3 victoires. Alors, les réactions de nos auditeurs, on a Luigi qui nous dit: «On a un bon gardien». Il est rejoint par Béatrice qui nous dit: «Fallait pas être cardiaque, mais on a un super gardien». Grégoire J nous dit: «Cette équipe a su faire le dos rond en deuxième mi-temps, bravo». Grégoire M, lui, nous dit: «3 points et toujours du job». Et puis Alain, lui, nous dit: «Voilà un début de saison tonitruant et ils savent garder un score, c'est top». Voilà, bah, le sentiment général, on le partage, hein, par rapport à nos auditeurs là qui nous ont envoyé ces quelques messages. Une victoire, à l'arraché, au caractère de Neuchâtel Xamax, à la qualité individuelle de certains joueurs et puis aussi, on y reviendra, un brin de réussite. Voilà, petit round d'observation des 2 équipes et puis, c'est Carouge, hein, qui place, une première banderille, juste avant le quart d'heure de jeu, Osvaldo et là, bah, c'est la fameuse petite réussite que j'évoque à ce moment avec, cette frappe de Alves qui s'écrase sur le poteau. Ouais, ouais, parce que là, pour le coup, notre ami, Uroš Likar est complètement battu et ça frappe le poteau, donc ça donne une première indication de ce que va être cette soirée pour nous. C'est-à-dire, on va souffrir, mais si la réussite continue de la sorte, on risque bien de pouvoir en profiter à ce moment-là. Mais c'est vrai que Carouge a commencé, sur les chapeaux de roue, un peu sur la lancée de ses premiers matchs de cette saison et j'ai envie de dire du deuxième tour de la saison dernière. Ouais, ouais, gros manque de réussite là pour Alves parce que honnêtement Licard il est très bien placé, mais la frappe elle est soudaine et puis elle vient s'écraser sur le poteau malheureusement. Bah, dans cet angle-là, c'est difficile de la faire poteau entrant, hein, elle va plutôt prendre le poteau extérieur d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, un premier manque de réussite pour les Stelliens. Et puis, c'est Neuchâtel Xamax qui frappe sur, une phase de jeu dont on n'avait plus l'habitude et qui a dû te faire plaisir, Osvaldo, sur un corner. Mais oui, et c'est bien de pouvoir marquer également sur balle arrêtée, avec ben, Michael Facchinetti qui met ce corner rentrant et Camara qui arrive à s'imposer dans les 5 mètres adverses pour décroiser sa tête et nous donner l'avantage à la 18e minute de jeu. Je suis content pour Faki pour la passe décisive parce que finalement, on sait qu'il est en concurrence avec Fontana, mais qu'on peut s'imaginer que sur la durée, c'est peut-être plus Fontana qui est légitime pour être titulaire à ce poste. Et je trouve personnellement que depuis que Facchinetti est revenu à Xamax, il n'a pas eu droit à tant de joie de ce genre. Donc Mmh. quelque part, je suis autant content pour le joueur qui fait l'assist que pour le joueur qui marque sur ce but. Parce que c'est bien de pouvoir de temps en temps compter sur les buts des défenseurs sur balle arrêtée. Et puis en même temps, c'est bien pour Facchinetti aussi, mais, que ça lui arrive, que ce genre de choses lui arrive aussitôt dans la saison. Ouais, bah, Michael Facchinetti, on va pas se cacher, hein, il a quand même marqué des points sur ce match parce que, je suis d'accord avec toi, hein, Osvaldo, sur la durée, Jonathan Fontana, devrait prendre le dessus, hein. C'est quand même assez logique qu'un joueur il a quoi, Jonathan Fontana, 22-23 ans maintenant, prenne le dessus sur un joueur qui en a 35. Mais Varane, la qualité, sur balle arrêtée de Michael Facchinetti, elle a été précieuse. Alors là, ça amène le but, mais en d'autres occasions sur ce match et sur les 2 premiers matchs, quand il a joué, il a montré que, ben, voilà, sa patte gauche, pour des centres, pour des corners, ben, voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des corners aussi bien tirés à Neuchâtel. Oui, et ça fait toute la diff, hein. Là, on le voit, hein. Il suffit que la balle soit mise dans la bonne zone, avec le bon effet, la bonne puissance, et c'est tout de suite dangereux. Ça fait la diff, clairement, et on a tellement souffert de ça pendant de nombreuses années à Neuchâtel. Donc, si on pouvait ouvrir une brèche, justement, sur balle arrêtée, ça serait assez sympa.
parce qu'on était justement plutôt l'équipe à se prendre justement les fameux buts sur balle arrêtée. On pouvait même des fois s'en prendre un, deux, voire même trois des fois dans un match. Donc voilà, donc on sait dans le foot moderne que c'est hyper important. Et c'est très important d'avoir justement un excellent tireur. Et dans la personne de Michael Facchinetti, on a un excellent tireur. Voilà, donc ça fait plaisir. Et il aura clairement une carte à jouer parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un Fontana qui a donc au fait clairement un style plutôt dynamique. Hein, c'est plutôt un latéral qui va monter. Voilà, il a aussi 10 ans de moins que de Michael. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que Michael, c'est un latéral d'expérience qui a un excellent pied. Et ça peut être aussi un latéral de construction qui va peut-être plus rentrer à l'intérieur pour de construire le jeu. Et dans le foot moderne, c'est vraiment super précieux. Donc, on a vraiment la chance d'avoir deux latéraux à gauche qui sont différents, mais qui amènent plusieurs cartouches au fait à notre coach. Et ça, c'est vraiment bien. Oui, même chose pendant à droite. Hein, on a Mathis Dain qui a effectué ses premières minutes de jeu, qui a montré des choses aussi intéressantes. Je pense que il y aura une bonne concurrence pour les postes de latéraux et on peut que s'en réjouir. Voilà, 1-0 pour Xamax à la 18e minute. Donc, sur cette tête de Modibo Camara. Un Modibo Camara, Osvaldo, qui décidément fait un début de saison tonitruant. Il est au four et au moulin, c'est-à-dire il est là derrière, il est là devant. Ouais, 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 parce que c'est pas son premier but, c'est pas son premier but de la saison, hein, donc c'est bien de pouvoir avoir des joueurs aussi de l'arrière-garde qui sont là pour faire d'abord leur boulot en priorité, et puis qui ensuite sont en mesure de t'offrir une présence aussi sur balle arrêtée offensive, parce que comme l'a dit Varam, tout le monde le sait, hein, dans le football moderne, c'est quand même assez important, surtout dans les matchs qui sont un petit peu coincés. Et quelque part, vendredi soir, ça s'est quand même manifesté parce qu'on a quand même souffert une bonne partie du match, les statistiques le démontrent. Mais par contre, on a ouvert le score. Et c'est un gros point quand même à relever. C'est la troisième fois en 3 matchs qu'on ouvre le score, c'est la troisième fois qu'on gagne, hein. Ouais. C'est quand même des entames de match réussies. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas toujours gage de victoire à la fin. Mais bon, ça vous donne une aide, on va dire, discrète dans l'obtention des 3 points. Je dis ça, je dis rien. Ouais, effectivement. Et Xamax, après l'ouverture du score, est l'équipe la plus dominante hein, pendant quelques 5 à 10 minutes. Il y a d'abord cette occasion pour Diomandé, et puis ensuite, il y a un corner direct dans l'enchaînement, je crois, qui est botté par Moulay hein, depuis Ouais. le côté gauche qui a failli surprendre Auvilers, mais voilà, une bonne intervention et puis personne n'est assez prompt pour reprendre. Fin de la première mi-temps, Carouge essaye de prendre le jeu à son compte, mais sans vraiment nous mettre en danger. Ce score de 1-0, il est plutôt logique quand même à ce moment-là. On a eu les plus grosses occasions étaient pour Xamax. Il y a eu ce poteau, certes, pour Dalves, mais sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent. Deuxième mi-temps, changement complet de physionomie. Alors, on pouvait s'attendre à un Carouge qui revienne un tout petit peu plus fort. Ça a été le cas, hein, les Steliens ont quand même mieux joué, mais ça a aussi coïncidé par le principe des vases communicants, par un Xamax quand même un poil moins agressif déjà le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Puis ensuite, je vais donner la parole à toi sur ce sujet, Osvaldo, parce qu'on la donne souvent à Varane, mais un changement tactique voilà, qui a aussi un petit peu déséquilibré l'équipe, avec les sorties conjuguées alors, qui c'est qui est sorti? C'est Facchinetti et puis Moulay qui ont cédé leur place à Gunnarsson et Fontana. Et ça a entraîné donc un passage à 3 ou à 5 derrière. Ouais, et puis on a vu finalement un petit peu les conséquences de ça, parce que finalement, le premier arrêt décisif de notre dernier rempart intervient déjà à la 56e minute. Il fait vraiment un sauvetage absolument in extremis. Alors,
Si tu veux, il y a deux lectures. Moi d'un côté, je suis rassuré que aussi tôt dans la saison, on puisse remporter la totalité de l'enjeu, en grande partie grâce à notre dernier rempart, quand tu sais qu'on l'a changé, enfin qu'il est arrivé cet été, et que le garçon, il faut quand même rappeler, avec une commotion cérébrale dès la première journée de championnat. Et quand ce genre de choses arrive à un joueur, particulièrement à un gardien, je pense qu'il peut y avoir, lorsque tu rechausses les crampons, une période d'adaptation, ou en tout cas une période de crainte plus importante dans le fait d'aller au duel, de te jeter, etc. Donc ça, je trouve que ce match arrive dans ce timing-là. Pour lui, c'est quand même quelque chose de magnifique. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'on voit la différence indéniable entre, enfin, dans la fluidité de notre jeu et dans la cohérence de l'équipe entre une défense à 4 et une défense à 5. Très sincèrement, dans ce début de saison, la différence elle est assez criarde. Ouais, le plus gros changement finalement, Varane, on n'a pas été dérangé par le comportement défensif de l'équipe qui a été bon pratiquement de la première à la dernière minute. Alors qu'Aruj a eu des occasions, c'est logique, mais on a plutôt très bien défendu. Par contre, la conséquence majeure de ce système, c'est qu'on sait pratiquement plus rien créer au niveau offensif. Là, la différence avec Ville était flagrante. Alors là, on menait au score. À Ville, il y avait un partout et puis il fallait pousser pour revenir. Mais Bruno Berner avait fait des changements tactiques. On était resté à une défense à 4 et puis on avait pu se créer des choses. Là, le passage à la défense à 5 a complètement déséquilibré le milieu de terrain et puis on n'arrivait plus à contrer tout simplement. Ouais, bah, c'est qu'au fait, à mon avis, c'était un choix pas très judicieux parce que ces défenses à 5 fonctionnent uniquement quand il y a une énorme intensité. Et là, au fait, ça a été le piège parce que non seulement on s'est mis à 5, mais il n'y a plus aucune intensité. Et au fait, le problème, c'est que on n'arrivait quasiment plus vraiment à repartir parce qu'au fait, on avait les deux pistons qui étaient sur la ligne des trois centraux. On avait on va dire les trois de milieu qui étaient complètement, en fait, on était comprimés dans nos 20-30 derniers mètres, quoi. Et là, à mon avis, des fois, au lieu de, parce que oui, alors je comprends qu'il y a un problème sur les côtés, sur les ailes. Mais des fois, je me dis, au lieu de proposer ces défenses à 5 qui sont absolument horribles, est-ce qu'on ferait pas un vieux 4-4-2 un peu scolaire, mais où finalement, on reste avec une ligne à 4, et finalement, sur les ailes au milieu, est-ce qu'on ferait pas une espèce de double latéral? Parce que moi, alors autant, si on veut sécuriser les autres, alors faisons ça, mais défense à 4 parce qu'on va jouer plus haut. Si on a un problème sur les côtés, moi, je veux bien, j'entends, mais paradoxalement, avec cette défense à 5, on a un peu mieux bouché sur les côtés, mais le problème, c'est que on n'a plus joué au foot. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que les 2-3 fois où on a un peu pointé le bout de notre nez puis qu'on a réussi à faire 3 passes de suite, on a été super dangereux et on a failli marquer, une fois avec Keita et l'autre fois, je sais plus avec qui. Donc, voilà, c'est que moi, je comprends qu'on ne peut pas toujours jouer un foot super offensif, mais je pense que des fois, il y a d'autres alternatives que ces horribles défenses à 5. Honnêtement. Hein. Oui, 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 effectivement. Et puis, voilà, moi, c'est quand même un peu le plan de jeu que j'attends de la part d'une équipe quand elle mène au score. Alors, d'un côté, oui, elle doit s'appliquer à bien défendre et puis à laisser un minimum d'espace à l'adversaire, mais on doit pouvoir garder des fois un peu le ballon, soit contre-attaquer. Quand le Mhm. bloc adverse monte, on récupère le ballon et on contre-attaque. Ou alors, on doit aussi, pour calmer un petit peu les ardeurs adverses, être capable de mettre le pied sur le ballon et puis voilà, de refaire un peu, de reprendre un petit peu le match à son compte. Et ça, malheureusement, en deuxième mi-temps, on ne l'a pas fait. Mais même en première Ouais, mi-temps, parce que ça a été assez compliqué par rapport aux deux autres matchs. Ouais, parce que ce que je voulais aussi ajouter, c'est que non seulement on avait les 5, mais on avait plus encore Abedini, qui est une sorte de défenseur ajouté. Donc au fait, en phase de non-possession, on avait presque 6 défenseurs. Mhm. Et là, au bout d'un moment, c'est que, ok, tu veux me faire ta défense à 5, mais peut-être sors Abedini, puis mets au fait une pointe basse qui va jouer plus haut, quoi, qui est un peu plus dynamique, quoi.
Parce que Ouais, là, non ouais, seulement on avait les 5, plus encore là. Et puis ce que je voulais dire avant, c'est que on aurait peut-être pu imaginer Facchinetti latéral gauche et puis milieu gauche Fontana et puis de mettre peut-être à droite Sédou et puis de mettre d'un sur la ligne de 4 au fait à droite. C'est que moi je préfère d'avoir ça plutôt que ces défenses à 5, voire 6. ouais. Parce que, Bah, dans mon avis, on a plus joué à 6. Bah, la conséquence majeure aussi, c'est que Carouge, le milieu axial s'était bloqué. Ils sont passés par les côtés, mais voilà, il y avait cet arrêt avant, il y a une frappe à côté à la 65e, à la 70e. Là, il y a peut-être le plus bel arrêt du match pour l'Icar, hein, sur une frappe, si je me trompe pas, du pied droit de Correa. Et là, il fait un arrêt vraiment pour les photographes. J'espère qu'il y a des photographes qui ont réussi à prendre une belle photo à ce niveau-là. Et puis, juste derrière, après, il est sauvé par... non, d'abord, il y a l'action de contre, hein. Je dirais, ouais, la seule action de contre qu'on a eue, c'est à la 79e. C'est un bel effort de Veilla qui était entré entre-temps. Et puis, Keita qui, à la conclusion, et là où Villers fait un petit miracle, hein, quand même. Elle n'était pas facile à reprendre. Celle-là, Osvaldo, elle vient un peu flottante. Il doit vraiment la saisir vers le haut alors qu'il est un peu en déséquilibre. C'est un bel arrêt du gardien de Carouge. Ouais, micro. Effectivement, bel arrêt. Mais après, voilà, quoi, je veux dire, c'est vrai aussi que sur l'ensemble de cette deuxième mi-temps, ça fait peu quand même en Ouais, comparaison. Enfin, sincèrement, moi, je me suis sérieusement dit, hein, à un moment donné dans cette deuxième mi-temps, parce que j'étais au stade, je me suis sérieusement dit, bon, la réussite des deux premiers matchs va reprendre fin ce soir. Il y a un moment donné où on va en prendre deux dans les 10 dernières minutes, puis on va finir par rentrer avec 0 point. Donc, très sincèrement, la sensation depuis le stade, moi qui étais sur place, c'était vraiment une sensation qu'on avait toutes les peines du monde à même sortir de notre camp, quoi. Je veux ouais, dire, c'est ça, sincèrement, d'avoir pu rester à 0 une première fois après 3 matchs, déjà aussitôt dans la saison, quand on sait que la semaine prochaine il y a la coupe, mais surtout on sait le programme qui va nous attendre, sans trop spoiler, dans les semaines qui suivent, c'est quand même un bel indicateur. ouais, Mais bon, ça veut pas dire qu'on doit refaire la connerie de jouer à 3 contre des. Enfin, je veux dire, si on décide de la même trame de match au niveau tactique contre des équipes encore plus armées que Carouge, je doute qu'on sorte de stades comme le Bruglifeld ou la Schützenwiese avec, à 0 avec 3 points dans la poche. ouais, effectivement. J'en doute fortement. À la 80e, double alerte, hein, déjà c'est dans l'enchaînement en fait de l'action de contre, hein, c'est Escorza voilà, qui voit son tir stoppé par Licard et puis derrière le ballon revient sur scène et voilà, le ballon frappe la transversale. Deuxième moment de réussite pour Licard et sa défense. Fin de match, Carouge pousse, mais il n'y aura plus vraiment de grosses occasions à se mettre sous la dent pour les spectateurs présents et les téléspectateurs. Xamax tient son os, mais bon, on va être assez clair, hein, sans une performance XXL de l'Icar, je pense qu'on repart avec un point, voire zéro, hein. Étoile Carouge a été en manque de réussite, des statistiques complètement folles, hein, pour eux. 28 tirs, 7 tirs cadrés et ils finissent à zéro. Donc, c'est clair que c'est pas c'est un match un peu à oublier pour eux. Alors, Samax ne fait pas le hold-up non plus, hein, parce que on a marqué un but et on a quand même eu quelques occasions pour mettre les buts. Pour moi, le hold-up, c'est genre, tu as deux occasions, tu en mets une au fond, puis l'autre, il en a 30, et puis il en met aucune, ou 20, et puis il en met aucune au fond. Mais tout, 2,34 à 1,18 d'XG pour Étoile Carouge, hein. combien? 2,34 à 1,18 Ouais, XG ouais. Bah, pour nous, Étoile on est à Carouge. 1,18, on marque un but. On est à peu près dans nos Voilà. chiffres en termes d'efficacité. Eux, ils sont très Voilà. largement en dessous, hein. Ils doivent minimum, effectivement, mettre deux, hein, là. Et puis, sans un grand Licard, bah, il y en a peut-être deux qui rentrent. Et puis, quand il n'est pas intervenu, il a eu le petit surplus de réussite. Alors, on va pas bouder notre plaisir. 3 matchs, 9 points au classement. Mais on va quand même aussi rester lucide.
il y a du travail, tout n'a pas été parfait sur ce match et je pense que Bruno Berner fera pas l'erreur de s'endormir sur ses lauriers, Varane. Non, alors effectivement, c'est que nous, on va essayer d'avoir une analyse qui est cohérente et qui est surtout qui n'est pas borderline. Parce que maintenant, on commence à avoir des commentaires, ah, je veux la promotion. Non, il faut pas s'enflammer dans un sens et dans un autre. On va rester calme, calme, tranquille. Effectivement, c'est que d'un côté, c'est positif parce qu'on voit que le coach a son groupe en main. On voit qu'il y a un vrai groupe, qu'il y a une solidarité, parce que si t'es pas solidaire, tu repars jamais avec 3 points. Il faut un peu de chance, mais il faut aussi la provoquer. Donc ça c'est très très bien. Ça c'est top. On voit aussi que c'est un entraîneur qui travaille, notamment sur les balles arrêtées, parce que ça c'est le fruit du travail. Moi on me fait pas croire que d'un coup ça va bien. Non 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 non. Ça c'est travaillé. Donc ça c'est bien. On a un groupe qui répond bien. Ça c'est top. Maintenant attention tactiquement. Je vais être chiant avec ça, mais il faut choisir. Moi, quand je vois dans la presse que c'est bien la flexibilité tactique, attention. Il y a des entraîneurs plus expérimentés qui se sont cassés les dents. Je pense à Fortet, à vouloir faire défense à 5, défense à 4. Il faut choisir. Il faut choisir et trouver des alternatives quand ça va pas. Parce que moi, je vous le dis, ces défenses à 5, ça va nous porter la poisse. Il faut rester sur cette défense à 4 et trouver des alternatives. Quand on joue trop bas, quand on n'arrive plus à garder la balle, qu'est-ce qu'on fait? Et puis surtout faire des choix courageux. Parce que je ne veux pas être répétitif, mais quand on n'arrive plus à garder la balle et plus rien à faire, peut-être qu'il faut sortir à Bellini. Peut-être qu'il faut mettre un joueur qui a un peu plus de ballon, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais il y a clairement des alternatives tactiques à trouver et ça passe par des choix courageux. Et ça passe par du travail. Mais par contre, moi, je finirai juste avec ça. Ce qui me rassure, c'est que l'année passée, je voyais beaucoup de blabla. Et je voyais pas grand-chose se traduire sur le terrain. Là, cette année, je vois moins de blabla, mais je vois plus de choses qui se concrétisent. Et ça, c'est très bien. Et les rares fois où le coach parle, je trouve que c'est pertinent. Alors que le coach d'avant, ça parlait beaucoup, mais je voyais pas de choses pertinentes. Ouais. Alors, moi, pour aller dans ton sens, Varam, et compléter tes propos, pour moi, il faut encore aller chercher, en tout cas un, si possible, peut-être 2 joueurs offensifs sur le mercato, parce que pour Oui. pouvoir avoir un plan de jeu clairement établi, il faut avoir les joueurs à faire rentrer pour maintenir le plan de jeu. Actuellement, l'effectif, il est assez déséquilibré. On a plus de joueurs défensifs à disposition que de joueurs offensifs. Et ça, Ouais, c'est quand même problématique en soi. Les remplaçants, c'était Jonathan Fontana, défensif, Niklas Gunnarsson, défensif, Mathis Dain, défensif. Il y avait Loïc Veilla, Diogo Caraco, bon, Anthony Mossi, voilà, on ne le compte pas, Nathan Garcia, Nicolas Georgiev et Adonis Bourzac. Il faut encore, à mon avis, alors il y avait des joueurs de milieu de terrain, mais il n'y avait pas, à part Veilla, il n'y avait pas de solution d'autres cartouches vraiment offensives avec l'absence de oui. Gnonto. Donc si on a des absents au côté offensif, on risque d'être dans le dur, vraiment, vraiment dans le dur. Et puis après, il n'y a pas de miracle. Si tu peux faire rentrer que des joueurs défensifs, au bout d'un moment, tu peux pas faire rentrer Gunnarsson avant-centre et puis d'un ailier droit, quoi. Je veux dire, c'est aussi, faut aussi respecter les joueurs et puis leur poste de prédilection. Donc, je pense qu'il y a encore à aller chercher quelque chose sur le mercato, Osvaldo. Ouais, moi j'avais juste une chose à compléter par rapport à ce que disait Varam, mais quand il parlait de la fameuse flexibilité tactique évoquée dans les médias. Pour moi, la définition de la flexibilité tactique, ça veut dire une équipe qui est capable de jouer dans différents systèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes d'un système à l'autre, ce n'est pas le fait de voir l'équipe passer d'un système à l'autre qui fait que l'équipe disparaît tout d'un coup du match. Et le problème de vendredi soir, malgré la victoire, c'est que on fait une bonne première mi-temps dans l'organisation tactique de base, de départ, dans laquelle on débute le match, et que les changements qui sont, tu l'as dit tout à l'heure, quasiment tous défensifs, font qu'on a complètement laissé la deuxième mi-temps à Carouge et qu'on a beaucoup de réussite, je le répète.
Mmh. de sortir avec les 3 points. Donc pour moi, si tu disparais d'un coup du match, à partir du moment où tu changes de système, pour moi, ce n'est pas ce que j'appelle de la flexibilité tactique. Mmh. Parce qu'il y a une volonté d'essayer d'être flexible. Mais ça ne se traduit pas sur le terrain parce que si tu changer de système égale disparaître du match. Et ça, c'est quand même important. Parce que, encore une fois, je veux dire, le début de championnat a été bien négocié quelque part, le calendrier a été bien exploité, mais on connaît tous, depuis le temps qu'on évolue dans cette ligue, on connaît tous les formations de pointe de cette Challenge League. Il ne faut pas se mentir, ça va pas passer enfin, ça va pas passer chaque fois comme ça a passé vendredi soir. Et ça, faut en être conscient. Ouais, pour moi, la flexibilité tactique, alors je vous avoue que j'ai pas analysé, tous les changements, effectués par Pedro Nogueira, mais la flexibilité tactique, c'est si le coach en face, il fait sortir un défenseur et il fait entrer un attaquant. Parce qu'il est Mm. mené au score et puis qu'il faut tout tenter pour, renverser le match. La composition adverse est déséquilibrée, elle est volontairement déséquilibrée, hein, parce que le plan de jeu, il a changé et généralement, ça se voit dans les 10-15 dernières minutes où tu tentes le va-tout ou tu préfères aller essayer d'arracher le match nul, que tu perdes 1 ou 2-0 au final, ça change pas grand-chose. Et la flexibilité tactique, c'est là, c'est de dire bon bah là, on sort peut-être un milieu pour faire entrer un défenseur en réaction à ce que a fait l'autre en face, parce que on ne veut pas se retrouver en infériorité numérique dans des zones dangereuses pour nous. Mais j'ai pas l'impression que Pedro Nogueira il a fait des changements de ce type-là. Ça serait à vérifier, mais voilà, on a fait avec les cartouches qu'on avait aussi. Et puis voilà, après, c'est aussi le job de la direction sportive de, voilà, d'amener les cartouches nécessaires à Bruno Berner. Alors, Nicolas Georgiev n'est pas rentré en jeu. On aurait pu s'attendre à ce qu'il effectue ses débuts. Ce sera sans doute pour la semaine prochaine en Coupe de Suisse. Mais voilà, c'est déjà une cartouche supplémentaire qui sera à disposition du coach quand il faudra changer les joueurs offensifs, parce que quand on défend, eh ben, les joueurs offensifs doivent aussi revenir, mais ils doivent aussi faire les courses vers l'avant pour aller contrer. On a plus tendance à casser un peu les lignes, donc ça nécessite que les joueurs offensifs produisent un effort important physiquement. Et quand tu es cramé à 60 ou 70e, bah, c'est là que tu fais rentrer un joueur offensif frais qui aura l'énergie pour faire ses courses, qui aura l'énergie pour continuer à presser l'adversaire, pour l'empêcher d'attaquer dans les meilleures dispositions. Donc voilà, le mercato est encore long. On espère qu'on arrivera à trouver encore 1 ou 2 joueurs ayant ce profil et puis si possible des joueurs du niveau de Nicolas Georgiev, même si voilà, on le mercato, la fin de mercato comme ça, quand on est une équipe qui paye pas d'indemnité de transfert, et voilà, on prend un peu ce qui reste ou alors on prend des joueurs en prêt, d'équipes de Super League, ou alors il y a un attaquant suisse quelque part à l'étranger dans un championnat qui est un peu perdu, qui a envie de revenir en Suisse et qu'on pourrait ramener. Voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des idées, à nous envoyer des messages pour nous dire si vous avez des idées. Je dis pas qu'on les fera suivre à la direction, hein, mais voilà, on aime bien En, aussi en- débattre entre nous ces en- options-là. en parlant, en parlant de mercato, parce que c'est quand même intéressant de se dire finalement, moi j'ai découvert aujourd'hui, hein, je suis allé voir, je me suis intéressé forcément un peu plus à lui. J'ai découvert grosso modo le nom du précédent club de l'ICAR. Et finalement, le championnat de Suisse, surtout quand tu te plains, et qu'il y a la fameuse complainte de ne pas avoir assez de budget, tu as en général deux solutions pour faire les bonnes affaires. Soit tu vas chercher des bons joueurs, soit suisses, soit évoluant dans les bons clubs de notre championnat, où tu vas flairer les bons coups sur le marché suisse, soit tu vas flairer les bons coups sur le marché étranger. Et j'aimerais juste rappeler enfin, qu'au moment où à Sion, ils font signer un certain Van Inns, il est au fin fond du championnat laiton. Il n'est pas exactement le premier championnat qui nous vient à l'esprit quand on parle de championnat européen, hein. Eh ben, Oui, en général, je veux dire que quand tu as le bon flair et quand tu as la bonne personne qui va pouvoir te donner ce genre de tuyau-là, en général, c'est un joueur qui arrive peut-être, c'est le type de joueur qui arrive sans faire trop de bruit dans notre pays, mais qui lui-même étant déjà dans un championnat qui évolue dans un contexte feutré,
va peut-être moins subir le choc de culture par rapport à un joueur qui vient d'un grand pays de foot en Europe. Et ça, à la limite, je veux dire, c'est quand même il a fait que 3 matchs. Ok, mais là, je veux dire, encore une fois, il a été le héros d'un match à la 3e journée, alors que 2 matchs avant, il sort sur une civière pour commotion cérébrale. Ça nous donne une première indication du caractère, quoi, du garçon. Et je pense que quelque part, ce genre de plans-là, je les ai pas beaucoup vus ces 10 dernières années dans le championnat de Suisse. Depuis l'exemple de Van Lins, j'ai pas vu beaucoup de joueurs provenir de ce genre de pays-là, arriver dans nos championnats respectifs. C'était à relever. Ouais, on espère que Uros Líkar sera le prochain Andris Van Lins. C'est tout le mal qu'on lui souhaite vu la carrière du portier letton du côté du FC Sion, puis du côté du FC Zurich, hein, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Ouais, Ouais. les 2 clubs dans lesquels il a disputé. Voilà, messieurs, on peut conclure cette rubrique et puis passer à la suivante. Honneur à la Coupe de Suisse pour la semaine prochaine avec les 32e de finale, hein, si je ne m'abuse. Et puis, alors ça fait plaisir, messieurs, puisque Neuchâtel Xamax pour cette saison a été changé de groupe, hein. On n'est plus avec les Bernois, les Jurassiens, les Bâlois, les Solerois, mais on a été basculé dans la partie romande, ce qui nous garantissait bien évidemment un derby. Et puis, c'est un derby du côté de Genève, précisément du côté de Meyrin, qui nous attend. Osvaldo, tu trépignes d'impatience de nous parler un petit peu de notre adversaire, le FC Meyrin, qui évolue en première ligue classique. Mais oui, déjà parce que son entraîneur est passé dans notre podcast, puisqu'il s'agit d'un certain Domingos Ribeiro. Ouais. Et que finalement, voilà, c'est un coach qui fait de l'assez bon travail avec son équipe. Il a lui-même précisé dans la presse régionale que l'effectif a été changé de 50% par rapport à l'année passée. Puisque la saison dernière, le Meyrin FC a terminé à la 11e place du groupe 1 de Première Ligue classique et l'effectif a changé de 50%. Malgré cela, alors vous me direz que c'est contre un club vaudois qui est dans les bas-fonds enfin, dans un moment extrêmement difficile, mais ils ont remporté une première victoire 4-0 du côté de Vevey ce week-end. Et quelque part, voilà, c'est quand même un coach qui travaille bien avec les jeunes. Ces équipes de première ligue classique sont toujours des équipes peau de banane. Enfin, ça fait partie un petit peu de ces catégories où on se dit oui, mais t'as deux divisions d'écart, mais voilà. Donc c'est sympathique comme déplacement. C'est pas trop loin. Pardon, santé, Ram. Parce que c'est pas trop loin. Et puis en même temps, c'est quand même l'entraîneur assistant qui était sur le banc lors de la dernière qualification de Xamax pour la finale de la Coupe de Suisse. Et voilà, c'est l'occasion d'affronter une équipe qui viendra sans complexe. Et il faudra certainement faire une autre type de prestation que lors du premier tour de la saison dernière. 3 petits points. Tout le monde s'en souvient. Pour passer le tour. Effectivement. Non, mais ce genre de premier tour-là qu'on a vécu dans le Jura l'année passée, si on joue comme ça, on est mort et râpé. Là, il y a on est dans un autre contexte, on est une saison plus tard, il y a un autre coach, il y a une autre dynamique en championnat. Mais attention à ne pas sous-estimer ce premier tour de coupe. Parce que c'est. Voilà quoi. Les équipes de première ligue sont généralement très très compliquées à affronter dans les premiers tours. Oui, effectivement, c'est quand même plus haut que ce qu'on avait eu l'année passée, donc il y aura du niveau. Alors une équipe qui n'est pas constituée avec des joueurs peut-être en fin de carrière, professionnels en fin de carrière, qui viennent terminer encore une ou deux saisons en première ligue classique, mais un groupe qui se connaît très bien et puis qui aura faim, hein, sans doute. Donc voilà, un match quand même à prendre très au sérieux, Varam, parce que on ne pourra pas trop faire tourner, hein. Il n'y a pas de quoi faire tourner dans l'effectif cette année, hein. Alors c'était une volonté d'avoir moins de joueurs à disposition, plus de qualité et peut-être moins de joueurs. Mais voilà, on pourra pas aligner un 11 complètement différent. Il y a forcément des joueurs qui ont joué, ce vendredi, qui vont jouer la semaine prochaine. Ouais, ça sera au coach de trouver un bon équilibre parce que c'est important aussi de bien répartir le temps de jeu
par rapport aux joueurs de ton effectif, parce que voilà, tu peux pas surcramer certains, et puis il y en a ceux qui jouent un peu moins doivent aussi être dans un certain rythme, avoir un certain minutage. Donc voilà, donc je pense notamment à Caraco qui a pas beaucoup joué ses 3 premiers matchs. Lui, je pense qu'il aura du temps de jeu. Puis voilà, il y en a d'autres. Gunnarsson, à voir est-ce qu'il a, d'avoir aussi son autonomie. Il y a aussi Dain, je pense qu'il va aussi un peu jouer. Donc voilà, donc ça sera au coach de trouver la bonne calibration et le bon dosage avec ça. Et puis voilà, ces matchs de coupe, ce sont des matchs toujours hyper dangereux parce que l'équipe en face, l'équipe amateur, elle n'a pas grand-chose à perdre. Ça peut être le match de sa vie, ça peut être une belle histoire à raconter à ses petits enfants. Et puis quand t'es le club professionnel, t'as beaucoup à perdre. Notamment t'as ta dignité, tu as ton honneur, voilà. Donc tu as forcément quelque chose à perdre. Donc voilà, donc on espère qu'on va commencer le match tambour battant. Souvent c'est le genre de match, si tu mets deux, trois buts rapidement, il faut vite éteindre l'enthousiasme et vite leur faire comprendre que le conte de fées, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà, donc voilà, donc en gros, voilà, le scénario est un peu cousu de fil blanc, parce que voilà, c'est assez logique. Voilà, donc eux, ils vont arriver hyper enthousiastes, et nous, il faut arriver le couteau fait entre les dents, avec l'œil du tigre, marqué rapidement, et puis voilà, en gros, c'est à peu près ça. Un Ouais, effectif prendre de ce première match. ligue, un effectif de première ligue qui a vécu 50% de départ par rapport à l'effectif qui était titulaire au deuxième tour de l'année passée, a encore moins à perdre, hein. Donc, c'est tous des éléments qui devraient largement parler en notre faveur, mais méfiance, parce que c'est sincèrement, je veux dire, déjà le coach en face n'est pas un pimpin, et puis je pense que quelque part, tout le monde a envie de se farcir un petit peu une équipe de Super League ou de Challenge League quand tu viens du monde amateur. Donc, voilà quoi. Un match à prendre très, très au sérieux, mais voilà. L'équipe a pris ses 3 premiers matchs très, très au sérieux, et puis voilà, je pense que Bruno Berner saura aussi motiver les troupes comme il faut. Voilà, messieurs, on arrive gentiment à la fin de l'épisode. Une information très importante à vous donner pour la suite. Je serai en vacances les 2 prochains dimanches. Donc, Xamcast vient de commencer, mais on fait déjà une petite pause. Donc, voilà, je serai en vacances et à l'étranger, donc je ne pourrai pas proposer l'enregistrement des épisodes, mais tous les chroniqueurs de Xamcast suivront les matchs évidemment avec leur œil du tigre. Eux, ils ne le perdent jamais, l'œil du tigre. Et puis voilà, on n'a pas encore réfléchi. Est-ce qu'on vous proposera des épisodes de rattrapage quand je rentrerai, ou alors on reprendra le train là où il sera sur le moment. On doit encore en discuter entre nous. En tout cas, les premiers retours que j'ai reçus de la part de certains d'entre vous montrent que les épisodes de court format plaisent, c'est que c'est mieux, vous êtes contents. Donc voilà, je pense qu'on va en tout cas pas vous proposer un épisode de 2 heures parce qu'il y aura trois matchs à débriefer et puis peut-être d'autres actualités à commenter. Donc voilà, on réfléchira à ça à tête reposée avec l'équipe de Xamcast, et puis vous aurez des nouvelles très, très prochainement. Après, on sait aussi des fois que de parler d'un match qui a eu lieu il y a 10, 15 jours, ça vous intéresse plus forcément. Vous, ce que vous voulez, c'est l'actualité chaude. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à nous envoyer des messages si vous avez une préférence pour la suite de cette saison. Nous, on s'adapte aussi. Voilà, mes chers collègues, merci à vous. Et puis, voilà, je sais pas si vous avez déjà eu les vacances, hein. Donc c'était avant la reprise de Xamcast. Donc, profitez bien de ce match de coupe, ainsi que du match suivant qui sera la réception du Stade Lozanouchi. De nouveau un derby, de nouveau le premier contre le deuxième, puisque le classement est assuré de ne pas bouger avant l'opposition. Il y aura pas d'autres matchs, entre-temps. Et puis à bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye.